Nous allons, pendant l'heure qui vient, rediscuter de ce beau documentaire et de cette belle histoire qu'il nous donne à voir sur un projet de faire d'enseigner autrement et d'amener des classes à 100% de réussite au bac en réconciliant, je reprendrai le terme et le nom de la méthode, en réconciliant finalement les acteurs de la réussite éducative et du triangle que constituent les parents, les professeurs, les élèves, ou la classe, ou le groupe classe. Je crois qu'il y a des choses qui transparaissent très, très fortement dans le documentaire sur ce plan-là. Bref, peut-être juste dire en préalable que donc vous avez vu un documentaire qui est issu d'un travail de réalisation de Jérémy, qui est à ma droite, et de ses élèves, qui a été, entre guillemets, re-réalisé, post-produit en 2022 et 2023, et qui est donc sorti il y a quelques mois publiquement. Et je crois que je vois sur le comptoir là derrière des DVD qui sont des copies du documentaire qui sont en vente. Voilà, avec moi sur la scène pour discuter de ce documentaire et donc de ce projet et de cette manière d'enseigner, Thierry Rogel, qui est ancien professeur de sciences économiques et sociales, ici à Tours. Et voilà, je vous laisserai vous présenter plus avant si besoin. Julie Pagis, qui, avec son regard de sociologue, amènera observations, questions sur ce que nous venons de voir. Et donc Jérémy Fontagneux, à la fois acteur central du projet et de la belle histoire que l'on a vue, et réalisateur du documentaire, et qui recevra sûrement beaucoup de questions de la part de vous toutes et vous tous, et que j'aurai la lourde tâche d'interrompre discrètement pour assurer que toutes et tous aient la possibilité donc de soulever des questions, de faire vos remarques, et de faire en sorte que la parole circule, et que tous les rebonds que vous avez envie de faire soient faits. On s'est mis d'accord pour assurer, peut-être dans un premier temps, avant d'ouvrir la discussion avec vous, de faire peut-être plusieurs tours de parole ici entre vous, pour évoquer les différentes questions, à commencer par effectivement comprendre la genèse de la méthode, et comprendre ce que le documentaire qu'on a vu en montre, mais aussi ne montre pas, essayer de creuser un petit peu derrière et autour du documentaire pour comprendre au mieux cette méthode, comment elle est née, comment elle parvient à ces résultats. Et puis je pense que de là, on rebondira sur un certain nombre d'autres questions, mais je ne vais pas prendre plus de temps pour les introduire. Je vais passer la parole tout de suite à ma voisine de gauche, à Julie, pour première réaction, observation, questions sur ce que nous venons de voir. D'accord, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir donné l'occasion de voir ce film, un film qui fait du bien, c'est ce que je voulais dire avant tout, qui est émouvant, non seulement, qui fait du bien, qui montre avoir un travail tout à fait extraordinaire de votre binôme, des deux profs au cœur du dispositif, qui montre voir votre travail ou votre engagement, point d'interrogation, j'y reviendrai. Je pense qu'évidemment, il y a cet aspect aussi jouissif de voir des lois de la reproduction sociale être déjouées. On sait que c'est, comme Bourdieu le rappelle, et à travers votre bouche, c'est redit, on connaît les lois de la reproduction sociale, et on sait du coup qu'elles sont quand même la norme, et donc il y a ce côté que j'appelle jouissif, transgressif, de pouvoir les déjouer.
Je trouve aussi qu'on voit très bien dans votre film, on y reviendra aussi peut-être après, l'importance des parents. Et donc, dans cette question qui nous anime aujourd'hui, de la transmission, c'est le rôle des enseignants, c'est aussi le rôle des parents et l'absence habituelle de communication et les pratiques pédagogiques diverses, voire parfois orthogonales, explique en partie le fait qu'il peut y avoir souvent des coupures entre ces deux mondes. Coupure que vous arrivez à complètement, et alors ça sera aussi une de mes questions, on se demande, enfin c'est une des vraies questions, on se dit, l'adhésion de tous les parents est-elle aussi facile que ce que le film en donne à voir? Et enfin, la place des élèves, et comme vous êtes réalisateur, c'est aussi là-dessus que j'ai une première question. Je trouve que les élèves sont fantastiques dans ce film, que vous avez fait le choix de les filmer d'une manière qui me semble ni misérabiliste ni populiste. De réfléchir au dispositif de recueil de leurs paroles. Et donc, effectivement, c'est peut-être aussi là-dessus. Moi, j'ai travaillé en sociologie de l'enfance, à faire parler des enfants. Et donc, avec mon collègue Wilfried Ligné, on a beaucoup réfléchi à comment faire, effectivement, pour que les enfants nous disent des choses qui ne sont pas ce qu'on attend qu'ils disent d'eux. Et donc là-dessus, peut-être sur la réflexivité du dispositif de recueil de leurs paroles, j'avais quand même une question. On voit bien ces moments en classe où vous n'êtes pas là, et effectivement une certaine libération de la parole. Mais comme vous êtes le prof et le réalisateur, on ne peut pas s'empêcher néanmoins de penser qu'ils ne peuvent pas dire entièrement ce qu'ils ou ce qu'elles voudraient. Et donc voilà, je voulais vous interroger sur la parole contrainte des élèves et des parents. Est-ce que vous avez, est-ce que c'est une question, comment vous êtes confrontés de manière réflexive à ce point-là dans le dispositif lié à la superposition de votre rôle de prof et de réalisateur? Voilà, c'est une première question. J'en ai 1000 autres, mais comme on a dit qu'il fallait qu'on fasse circuler la parole, je m'arrête là pour l'instant. Oui, on peut peut-être passer le micro à Thierry, savoir comment vous avez reçu le film et qu'est-ce que vous percevez comme les spécificités et les points communs avec votre expérience, votre contexte d'enseignement. Exactement, c'est les points communs et les différences, mais qui vont vers le même point. Alors je me présente, je suis je suis retraité maintenant, mais ancien professeur de sciences économiques et sociales, comme Jérémy Fontagneux, au lycée des Cartes de Tours, dont je pense que les Tourangeaux connaissent. Qu'à sa spécificité, évidemment, je rappelle rapidement ce que c'est important, c'est un lycée qui recrute très majoritairement sur le centre-ville, donc les catégories favorisées, mais aussi sur le Sanitas, donc pour ceux qui connaissent, qui est complètement l'opposé, qui ont mis du temps, les élèves du Sanitas ont mis beaucoup de temps à arriver au lycée, mais à accepter de venir dans ce lycée qui fait peur, en fait. Et alors, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'on a le même objectif. L'objectif n'étant pas, à mon avis, ce n'est pas le 100% au bac, l'objectif, c'est l'autonomie des élèves dans l'enseignement supérieur. On a le même, mais là où Jérémy Fontagneux est obligé de tout construire, il montre bien comment il construit la norme de groupe, parce qu'il faut rappeler un truc que souvent on oublie, nous ne travaillons pas avec chaque élève en particulier, on travaille avec un groupe de 30 ou 35 individus, et c'est très très différent. On ne peut pas raisonner de la même manière. Donc il construit une norme par un contrôle social qui est assez fort, effectivement, de façon à ce que les élèves aient un sentiment d'appartenance. Ils le disent bien d'ailleurs, ils ont un sentiment d'appartenance. Et en fait, c'est le groupe qui réussit, ce n'est pas chaque élève, c'est le groupe. Moi, quand je suis arrivé dans le lycée Descartes, le lycée Descartes, c'est un vieux lycée impérial de catégories favorisées. Les élèves avaient généralement leur travail d'élève, le connaissaient déjà, même si ce n'est pas forcément facile non plus, mais ils connaissaient bien. Et pour moi, il n'était pas question de contacter un parent. Si je contacte un parent d'élève, c'est que je suis en échec avec l'élève. C'est-à-dire que je suis complètement à l'opposé, mais c'est normal, parce qu'on n'est pas du tout sur le même terrain, la même manière de faire les choses. Et c'est avec l'élève en particulier que je dois régler les choses. Son autonomie, il la prend comme ça. Et les élèves qui éventuellement qui ressemblent aux élèves puisqu'on en a, mais c'est une question de proportion, là où tu en as 30 sur 34, moi j'en ai 5 ou 6 sur 34, donc ça ne se gère pas de la même manière, ce n'est pas la même chose. En fait, les premiers à mettre la norme, c'est le reste du groupe. C'est ce que spontanément les parents d'élèves appellent un bon lycée, entre guillemets.
Un bon lycée, c'est un lycée où la norme de groupe est déjà établie. Le travail de Jérémy, c'est de construire cette norme. Mon travail à moi, je crois, c'était de la maintenir, ce qui n'était pas toujours facile, parce qu'elle peut se casser la figure facilement. Donc c'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas une manière d'enseigner. Là, il y a toujours des illusions sur la bonne manière, la bonne méthode pédagogique. On bricole avec ce qu'on a, sur le terrain où on est, et le mieux possible. Merci pour ces premières réactions. On va se tourner vers vous, Jérémy, pour avoir des retours. Et effectivement, peut-être comprendre d'où vient ce retournement un peu de la norme éducative, et l'idée même que plutôt que d'être en échec lorsque je contacte un parent, embrigader les parents et les familles dès le début de l'année à travers les méthodes qu'on voit à l'image et que vous avez conçues, permettait de effectivement concevoir un autre monde un peu éducant et porteur pour les élèves. Comment on en arrive à cette idée-là initialement ? Bonjour à tous. Merci au festival d'organiser cet événement, d'organiser cette table. Merci au Bateau Ivre de nous accueillir et de vos remarques, de vos questions. En effet, comme le dit Thierry, je crois que la façon d'enseigner, c'est comme les compositions de l'équipe de France de football. Tout le monde a son avis là-dessus, et surtout les gens qui n'y connaissent rien. Moi, le premier en foot. Et donc, c'est vrai que de l'extérieur, on peut avoir des avis sur comment est-ce qu'il faudra enseigner ou quelle serait la bonne pédagogie. Et c'est intéressant parce que dans l'écho médiatique qu'on a voulu donner à la méthode, de façon à donner envie à des collègues de nous rejoindre, on est 350 maintenant. Quand on a fini le film, on était une centaine comme on l'a écrit, et maintenant, cette année, on est 350, dont la majorité sont profs des écoles et en collège. Mais souvent, les journalistes disaient « Ah, voilà la bonne méthode, voilà la recette magique ». Et Thierry a raison de rappeler qu'en effet, on enseigne déjà en fonction de qui on est, en fonction de sa personnalité. C'est l'une des rares choses belles qui ne sont pas encore tout à fait attaquées dans notre métier. On est dirigé par des cyniques ou des incapables, et donc il y a beaucoup de choses qu'on nous enlève, au-delà du fait que nous sommes sous-payés, etc. Et donc la liberté pédagogique reste la norme. Et donc on n'enseigne pas on n'enseigne pas de la même manière selon son caractère, selon le contexte socio-géographico-culturel. Et c'est vrai que nous, le nôtre à Drancy, c'est un sentiment d'échec pour le coup qu'on a et que j'évoque dans la première voix off. On n'y arrive pas, quoi. Moi, je suis entouré de collègues qui, comme moi, sont devenus profs en essayant d'avoir un impact concret, croyant que l'égalité des chances, certes, n'existe pas, mais c'est quand même une belle idée, et on essaye de donner des forces à nos élèves pour qu'en particulier dans les quartiers populaires, ils arrivent à échapper au fatalisme que Julie évoquait, aux lois de la reproduction. Et le problème, c'est qu'on a toute la meilleure volonté du monde. Nous, en tant qu'enseignants, on essaye de bien faire notre boulot, et on a en face de nous des adolescents qui manquent de bonne volonté, qui manquent de confiance en eux, qui ont peur du regard des autres aussi, et qui sont assez fatalistes, qui par ailleurs ont beaucoup intériorisé le mépris social et le racisme qu'il y a dans notre pays. Et donc, qui très vite baissent les bras, quoi. Et donc, c'est vrai que la chance qu'on a eue, en fait, c'est, pour l'anecdote, il y a 10 ans, en 2012, quand j'arrive à Drancy, au bout de quelques semaines, bon, j'y arrive pas, comme mon année précédente, qui était ma première année d'enseignant, de stage. Et du coup, c'est un jour, en fait, un coup de bluff face aux élèves pour leur faire peur. Je leur dis, à partir de la rentrée prochaine, après la Toussaint, désormais, si vous êtes en dessous d'une certaine note à l'évaluation hebdomadaire qu'on fait en SES, j'appellerai le soir même les parents. C'est un truc qui n'existe pas du tout, qu'aucun prof ne fait, et que je n'avais pas du tout prévu de faire, puisque c'était un coup de bluff, et les élèves, du coup, ont peur. Les élèves disent d'accord, on va faire ce que vous nous demandez. À la rentrée, je leur dis attention, hein, la semaine prochaine, si vous êtes en dessous de... Les élèves me disent oui, c'est bon, vous inquiétez pas, on va le faire. Et ils avaient peur, sincèrement. Et pourtant, la semaine d'après, il y avait un tiers de la classe sous les 4/10 que j'avais fixés.
Et du coup, je dis aux élèves, mais j'avais dit que j'allais appeler, je vais appeler vos parents. Et en fait, les élèves me disent, oui, mais en fait, ce week-end, il y avait une compétition de machin, il y avait les anges de la télé-réalité, je suis passé trop de temps sur Twitter à l'époque, maintenant TikTok. Et donc, en fait, les élèves sont les champions du monde de trouver des excuses à leur manque d'effort, quoi. Et c'est normal, moi j'étais pareil quand j'avais leur âge, alors j'ai pas la même origine sociale que mes élèves du tout. Je viens des Hauts-de-Seine, mes parents sont bourgeois. Et donc, je n'ai pas du tout la même vie qu'eux, sauf que j'étais immature quand j'étais adolescent. Donc, le point de départ de la méthode, c'est un accident et l'accueil très favorable des parents d'élèves qu'on appelle, que j'appelle, puis mon collègue me rejoint au bout de 2 ans, fait que petit à petit, en fait, on se dit, peut-être que les parents, que dans la formation et très vite dans nos habitudes d'enseignants, on nous a présentés comme non des partenaires, voire éventuellement de potentiels obstacles. Ennemis, c'est un peu fort. On ne nous a jamais dit que les parents d'élèves étaient des ennemis, mais d'une certaine manière, si l'État jacobin place des écoles et des enseignants partout et que le but dans les quartiers populaires est d'extraire les élèves de leur milieu social, si on regarde bien, les parents d'élèves peuvent constituer, de manière consciente ou non, un obstacle. Donc du coup, comme tous les enseignants, j'avais jamais pensé aux parents d'élèves comme une solution. Et en fait, là, les parents disent « mais oui, nous sommes une solution » et n'hésitez pas. D'ailleurs, je connais dans la classe la maman de machin, elle serait aussi ravie. Et donc, du coup, petit à petit, en fait, je gagne en confiance, mon collègue aussi. Et on finit par aboutir, au bout de 5 ans, en gros, on fait beaucoup de tâtonnements, d'expérimentation, d'élaboration plus ou moins chaotique. Et on finit par aboutir à cette méthode dont on voit les aperçus dans le film, qui est... du coup, un protocole pour faire en sorte que, de manière inévitable, les parents d'élèves deviennent des alliés de nous, enseignants, de façon à ce que ça nous protège des violences du métier. Et ce film montre 1% de la réalité, parce qu'il y a plein de choses à dire. On va essayer de condenser, je fais des phrases trop longues, comme vous voyez. Et donc, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'en gros, on appelle les parents le premier jour de l'année, ce qui habituellement ne se fait pas. On appelle les parents pour se présenter, ce qui surprend les parents. Et puis, chaque semaine, on leur envoie un SMS au sujet de ce qui s'est passé dans notre matière. Et du coup, cette relation-là, précoce et régulière, fait que les parents nous aiment beaucoup, comme on le voit à l'écran, et que du coup, à la maison, ils disent « j'aime beaucoup ton prof ». Et donc, ça change tout dans le comportement des élèves, qui font plus d'efforts que d'habitude, et qui, du coup, grâce à leurs efforts supplémentaires, se rendent compte que, contrairement à ce qu'ils avaient intériorisé, contrairement à ce qu'ils avaient fini par s'auto-convaincre, et que notre système scolaire avait fini par les convaincre aussi, ils ne sont pas si nuls que ça, ils sont capables d'y arriver. Et il est possible que la liberté existe. Je ne sais pas si la liberté existe, mais il me semble que quand on fait plus d'efforts que d'habitude, on peut peut-être obtenir un peu plus de choses. C'est le débat philosophique qu'il y a sous-jacent derrière le débat Lair versus Bourdieu, mais on va peut-être en parler du mythe méritocratique. Mais simplement, si la liberté existe, en bossant 2 fois plus que d'habitude, on obtiendra peut-être davantage. Et les élèves s'approprient ce truc, ils s'en rendent compte, et c'est plus un discours, c'est une expérience vécue. Ça, c'est le cœur de la méthode, et elle fonctionne aussi bien en lycée général technologique, comme on voit dans le film, qu'en lycée professionnel, puisqu'on est 350 aujourd'hui, et il y a beaucoup de profs de lycée pro, avec un public qui est autrement moins facile que le nôtre en lycée général et technologique, y compris à Drancy. Et puis en collège, et puis en école primaire, en maternelle comme en élémentaire, chaque collègue utilise la méthode différemment, mais la base, c'est appel précoce, puis SMS hebdomadaire. Et on va reparler de la méthode. Je n'ai pas répondu à la question de Julie sur comment est-ce qu'on a récupéré cette parole des élèves. Il y avait un trépied et une caméra. Le film a été fait vraiment de manière artisanale, accidentelle, comme on le voit, je crois. On a essayé de le cacher, faire comme si c'était un vrai film. Le producteur me dit toujours d'arrêter de dire que ce n'est pas un vrai film, mais c'est un film un peu à l'arrache quand même. Et donc, il y avait un trépied et une caméra, un caméscope. Et les élèves pouvaient, à la fin de la journée, prendre la caméra, le caméscope, et faire un face caméra, comme on voit. Et donc, on leur avait promis qu'on ne regarderait pas les rushs, ce qui était un mensonge, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de regarder par curiosité, en disant aux élèves, nous, on pensait faire un film souvenir, à la fin de l'année, avoir plein de petits jeux. Donc,
comme en début d'année, les élèves sont hostiles à cette méthode et à la pression qu'ils reçoivent, on espérait avoir des élèves qui disent « je déteste les profs, j'en ai marre d'eux, qu'ils aillent se faire foutre et tout ». Bon, ils n'ont pas osé, ils ne sont pas allés jusque-là. Et c'est l'une des limites de notre dispositif amateur, c'est qu'on a très peu d'images du mois de septembre parce qu'il est quand même assez violent pour les élèves qui, tout d'un coup, ont l'impression qu'on leur tombe dessus, quoi. Merci. Je crois que Julie vouliez rebondir sur Oui. bon, la manière d'embarquer, finalement, de mobiliser les parents, voilà, Bah, reverser oui, un peu le dispositif. il y a plein de points, en effet, qui donnent envie de rebondir, mais peut-être effectivement sur cette question de l'articulation entre la sphère de l'école et la sphère familiale, hein, puisqu'on sent que c'est quand même une des clés de la réussite du dispositif que vous mettez en œuvre. Et d'ailleurs, c'est plutôt à la question que tu n'as pas répondu, de celle de l'adhésion, qui paraît assez simple de l'ensemble des parents. Mais du coup, je te la repose. Mais il me semble, et c'est aussi pour rebondir sur vos deux réactions, qu'en fait, si Thierry n'a pas besoin de faire ça, c'est que tous les sociologues de l'école vous le diront, qu'effectivement, les pratiques éducatives parentales, elles sont consonantes quand on est dans les fractions supérieures des classes moyennes et supérieures, avec le type de pratique éducative et d'attente par rapport au métier d'élève qu'on a vis-à-vis des enfants. Donc en fait, ceci explique cela. Et vous avez ce rôle d'essayer d'aligner en très peu de temps des pratiques éducatives parentales aux vôtres. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est des types d'autorité, des types de pratiques éducatives et des types d'autorité partiellement dissonantes, et où vous leur demandez, bon, on peut parfois être pas d'accord, mais face aux enfants, il faut qu'on soit d'accord. Et on voit, et je trouve que ce qu'on voit bien, c'est que donc c'est des pratiques éducatives socialement différenciées. C'est aussi la perception qu'on va avoir de son propre enfant. Annette Larot parle du sentiment de légitimité, qui est évidemment beaucoup plus nourri, alors qu'on va retrouver dans certaines fractions des classes populaires le sentiment de « c'est pas pour nous ». Et c'est évidemment pas une histoire de projection. On se dit bah non, c'est pas pour nous. C'est aussi des degrés d'exigence et des rapports à l'enfant différents. Je trouve qu'on voit très beau l'exemple de Inès YN2S, où elle a l'impression que vous lui avez volé son père. Et quelque part, oui, vous l'avez un peu volé son père. Et donc voilà, ce n'est pas sans violence, mais une violence avec des résultats. Hein. Mais parce qu'en gros, son père, et elle le dit, et je trouve que voilà, c'est représentatif, son père avait toujours dit je veux le mieux pour ma fille, je suis là pour elle, etc. Et vous leur imposez, en fait, ce qui se fait beaucoup plus dans les fractions des classes moyennes et supérieures du monde social, c'est un niveau d'exigence et un type quand même de rapport à l'enfant différent. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus, dire aussi que quelque part en un an, et c'est aussi une de mes questions, on sait que l'intériorisation de dispositions à l'ascétisme, qui est quand même ce que c'est votre travail là, tout au long de cette année. On sait que ça prend du temps, donc il y a un petit côté miracle quand même d'y arriver en si peu de temps. Et donc voilà, j'aimerais quand même bien savoir quelle est la sélection, comment vous sélectionnez les élèves qui vont être pris dans cette classe, et y a-t-il vraiment aucune défection parentale, parce que c'est quand même un peu étonnant si c'était le cas. Voilà. Thierry, peut-être pour continuer sur ce thème de la formation des parents, quoi. Hein. C'est pas que vous formez pas que les élèves, on forme aussi un peu vous êtes amené à presque former les parents. Moi, j'ai été marqué par le fait qu'une des phrases qui revient souvent, soit en SMS, soit à l'oral, c'est non, ne dites pas ça. Donc, comment vous apprenez aux parents aussi à approcher finalement le travail de leurs enfants et leur réussite. Je ne sais pas si ça évoque des éléments sur lesquels vous voulez. Oui, non, bah, effectivement, ça évoque beaucoup. Bon, effectivement, le fait, je vais reprendre ce que tu m'as dit tout à l'heure, le fait de les contacter toi, c'est finalement demander à être invité par les parents et se situer sinon à égalité, en tout cas de réduire l'aspect vertical, qui effectivement peut avoir lieu dans les lycées quand on fait
savez, ces grandes messes où tous les parents doivent venir voir tous les profs, et au fait, tous les profs sont crevés, n'arrivent plus à parler des élèves, et tous les parents sont... Ces trucs. Alors, ce qui est amusant, enfin, d'intéressant d'ailleurs, c'est que dans le lycée où j'enseignais, cette pratique-là n'existait pas jusqu'à il y a une dizaine d'années. C'était les parents, on invitait les parents à s'adresser à nous, à demander un rendez-vous, et on pouvait les voir pendant une demi-heure, une heure, un quart d'heure, enfin. Mais ça n'était possible que parce qu'effectivement, les parents étaient du même milieu social, en général, du même milieu social, ou si c'était un autre milieu social, les parents étaient déjà très, très, très impliqués, effectivement. Et oui, ça m'a frappé. C'est vrai que c'est la chose qu'il faut casser, parce que le monde de l'école peut être aussi un monde hostile pour beaucoup de parents. Alors nous, au lycée Descartes, on ne connaissait pas tout à fait ça. Ça pouvait arriver, mais on connaissait aussi les parents qui se sentaient peut-être un peu dominateurs dans le lycée. Ça, c'était possible aussi. Bon, là-dessus, on imagine qu'il y a eu un apprentissage, une évolution, beaucoup aussi pour apprendre à échanger avec les parents. Et j'ai l'impression que, enfin, de ce que tu me disais auparavant, dans le collectif, là aujourd'hui, de 350 enseignants qui reprennent cette manière de faire, il y a beaucoup d'échanges sur comment s'adresser aux parents, comment leur écrire même, comment rédiger un SMS qui fasse mouche aussi avec les parents. Oui, au tout début de la projection, il y a 1h30, je reçois un SMS de Mehdi, un collègue qui est en lycée professionnel en région parisienne et qui est dans le collectif et qui me dit « Salut Jérémy, cette semaine j'ai eu moins de cours que d'habitude avec mes terminales et du coup est-ce que je change le SMS? Est-ce que tu penses que ce brouillon-là irait ?» Et du coup, je te l'ai montré parce que c'est une bonne illustration en effet. Nous ne savons pas parler aux parents de manière à ce que les parents nous soutiennent. En tant que prof, on ne sait pas faire en sorte que les parents nous soutiennent. C'est dans la formation et puis aussi dans la conception globale qu'on a du métier d'enseignant, nous tous, je veux dire, qui est issu du discours politique, de la littérature, du cinéma, on imagine toujours le prof ou la prof, le maître ou la maîtresse comme quelqu'un d'impérial un peu ou de talentueux, doué, qui va réussir par lui-même de façon solitaire. Comme je le dis à un moment dans le film, on nous a toujours dit qu'être prof, c'est un métier solitaire. Et donc, pourquoi parler aux parents? Et donc, on n'y pense pas, et donc on ne sait pas faire. Et Mehdi me dit dans le SMS, est-ce que ça va si je dis il faut réviser, il faut qu'il fasse ses révisions la semaine prochaine? Et je lui dis, ok, mais est-ce que tu veux pas dire plutôt bonjour madame, est-ce que vous pouvez lui dire qu'il faut qu'il fasse ses révisions? C'est tout con, mais quand on dit il faut, c'est un peu normatif ou c'est une sorte d'injonction un peu paternaliste ou condescendante ou verticale. Alors que quand on dit moi j'ai fait mon boulot de mon côté, je lui dis qu'il fallait réviser. Est-ce que vous aussi vous voulez bien faire ça à la maison pour que du coup ça augmente les chances qu'il fasse les révisions? Du coup ça met moins la maman ou le papa dans la position habituelle de le prof ou la prof parle donc je me tais, j'écoute celui qui sait. Et que nous aussi, y compris à l'époque du film, parce que le film c'est il y a 5 ans, et comme vous l'avez vu, on fait une réunion parents-prof qu'aujourd'hui je ne fais plus du tout, et que dans le collectif on ne fait plus du tout, parce que la réunion parents-prof, c'est quand même cette espèce de reproduction du truc de les parents sont convoqués, vous vous mettez sur des chaises comme des élèves, et vous écoutez les adultes qui ont des trucs à vous dire, éventuellement à la fin on vous laissera poser des questions. Bon alors c'est bizarre, parce qu'en fait là c'est le même dispositif, mais c'est bon, c'est bon. Mais bon, non, et c'est pas noté. Et surtout, c'est 50-50. On a dit, on fait 50% comme ça, et puis 50% comme ça. Et alors que la réunion parents-prof, c'est blablabla, et à la fin, les parents sont, comme tu disais, on est épuisés lors de la rencontre, les parents sont épuisés à la fin de la réunion, on leur a donné trop d'informations. Donc, du coup, on ne sait pas faire. Et du coup, pour répondre à la question que tu as posée, Julie, en lien avec ça, est-ce que les parents adhèrent vraiment tous? Et est-ce qu'il y a zéro parent défectueux? J'ai écrit ça, je ne sais pas si d'expression... C'était pas ça, oui. Des défections, c'est ça. C'est moi qui écris défectueux. Pardon. Mais donc, du coup, excuse-moi. C'est moi. Et du coup, et en plus, c'est enregistré. Donc, excuse-moi. Non seulement il répond pas à mes questions, mais en plus il me... Et en plus, il est déforme. Ouais, c'est ça, pardon. Donc, comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est le cas.
Dans le film, réconciliation. Dans le film, on voit une classe de terminale, mais ça fait bientôt... Donc le projet existe depuis 13 ans. C'est la 13e année scolaire. Les 5 premières années, le projet, la méthode ne se faisait que pour une classe de terminale, comme celle qu'on voit dans le film. Mais depuis 8 ans, du coup, la méthode, on l'utilise avec toutes nos classes. Donc moi, j'ai 250 élèves par an. J'en ai 30 de terminale et puis j'en ai 200, 220 de première et de seconde. Et du coup, je suis en contact avec 250 familles par an et ça se passe très bien. Et c'est pas chronophage, contrairement à ceux dont ça donne l'impression. On va en reparler tout à l'heure. Tellement pas chronophage que j'ai le temps d'être ici. C'est formidable de faire un film, d'écrire des livres et d'accompagner les 350 collègues du collectif. Donc il doit y avoir un secret quelque part. On va en parler tout à l'heure. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour qu'aujourd'hui, il y a 0 parents qui font défection et tous les parents sont d'attaque dans l'ordre chronologique, tous les parents sont avec nous dès le premier jour et le reste tout au long de l'année. Ça, là, ce résultat miraculeux n'a absolument pas été rencontré les premières années. C'est pour ça, à un moment, je le dis en rigolant aux élèves quand on tire à la carabine, parce que je prends trop de temps pour me concentrer. Et donc, du coup, il y a un bourrissement. Et je dis, vous savez combien de temps on a mis pour faire 100% de réussite au bac ? 5 ans. Il y a vraiment eu 5 ans de tâtonnement, d'élaboration, avant la fameuse 100% de réussite au bac, même si c'est très réducteur, comme l'a rappelé Thierry. Mais du coup, pendant ces 5 ans, il y a eu plein de parents qu'on n'a pas réussi à embarquer avec nous, et plein de parents qu'on a réussi à embarquer et qui nous ont glissé des mains entre les mains, ou avec qui la relation s'est cassée pendant l'année. Et donc, en fait, c'est vraiment ça la méthode. C'est parvenir à faire en sorte que les parents arrivent à nous suivre toujours. Et du coup, il y a des règles simples, comme on les voit de manière implicite ou pas explicite, dans le film. On appelle le 1er septembre. C'est con, mais il n'y a aucun parent injoignable le 1er septembre. Aucun parent n'est injoignable le 1er septembre. Il y a plein de parents qui sont injoignables quand il y a des mauvaises nouvelles. Le 1er septembre, il ne peut pas y avoir de mauvaises nouvelles. C'est trop tôt. C'est trop tôt. D'ailleurs, les parents nous disent « Attends, ah bon, vous m'appelez déjà, il y a un problème ?» Non, justement, je voulais vous proposer de casser cette habitude assez toxique de ne se parler que quand il y a des problèmes. Et du coup, les parents me disent « Ah oui, c'est vrai. » Et cette habitude vient autant des parents que de nous, enseignants. Donc, du coup, aucun parent n'est injoignable le 1er septembre parce qu'on les prend par surprise, puisqu'aucun prof n'appelle les parents le 1er septembre, et que dans notre discours, il y a beaucoup, comme on le voit un peu dans les SMS et dans les échanges avec les familles, il y a toujours cette espèce d'optimisme, qui n'est pas un optimisme naïf ou débile, c'est un optimisme de combat. On va y arriver. Il y a plein de choses qui nous poussent à baisser les bras. Nous, en tant qu'enseignants, on est sous-payés, on est dirigés par des incapables. Il y a du prof bashing en permanence. On réduit notre liberté pédagogique, on se prend des réformes dans la gueule qui n'ont pas de sens. Enfin, bref, c'est une catastrophe. Il y a plein de raisons d'être déprimé et de baisser les bras. Les élèves sont de plus en plus accros aux écrans, aux réseaux sociaux, je ne parle même pas des attentats, enfin bon, c'est catastrophique. Donc nous, on a plein de raisons en tant que prof de baisser les bras. Les parents aussi ont 15 000 trucs à gérer, ils ont 15 000 raisons de baisser les bras aussi. Les élèves aussi, ils ont 15 000 raisons de baisser les bras, ils manquent de confiance en eux, etc. Donc ils sont très fatalistes, eux aussi. Simplement, cette espèce de discours de « on va y arriver parce que moi seul, je ne peux pas y arriver, vous seul, vous ne pouvez pas y arriver, votre gamin non plus, mais on est ensemble, on va y arriver », ça arrive à convaincre les parents. Il y a une forte dimension de prophétie autoréalisatrice. Donc, comment est-ce que ça se fait que tous les parents nous suivent et que maintenant la relation survive pendant toute l'année et se renforce même? C'est parce que, appelle très tôt, cette espèce de discours très positif et surtout notre capacité, et c'est là où la formation qu'on fait ensemble, parce que moi, j'accompagne individuellement tous les collègues qui nous rejoignent, mais surtout, il y a énormément d'intelligence collective au sein de notre groupe. On fait des visios chaque semaine, il y a un groupe Facebook qui est fermé avec les collègues, on fait une rencontre physique annuelle à Paris avec les collègues. Il y a énormément de partage, de soutien, de solidarité entre nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vit tous la même chose. C'est-à-dire qu'une collègue en maternelle au fond de la Bretagne, ça n'a rien à voir avec Drancy, et pourtant on vit les mêmes choses dans les relations avec les parents. Évidemment, sa liberté pédagogique ne va pas du tout s'exprimer de la même manière. Il y a des collègues qui me disent « j'ai pas envie de mettre d'heures de colle », ça ne fait pas partie de la méthode. Mon côté un peu austère, qui est mon personnage de prof, que je n'ai pas dans la vie de toujours, comme vous voyez, c'est un personnage. Bon, la gestion de classe, c'est très subjectif, chaque prof fait comme il veut, mais du coup, chaque collègue s'approprie différemment la méthode. Par contre, le cœur, c'est cette relation avec les parents. Et donc, lorsque
le gamin a fait une bêtise et qu'il rentre à la maison pour raconter sa version aux parents. Du coup, les parents s'inquiètent parce que la version des élèves est souvent... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle implique souvent que le prof ou la maîtresse ou le maître a été trop sévère. Du coup, papa, maman, qui a pu avoir une journée difficile, dont peut-être le petit frère de l'élève a des soucis de santé, ou la maman en ce moment va pas bien, ou il y a des problèmes dans le couple, fait que la maman ou le papa va peut-être réagir en envoyant un SMS, c'est quoi cette histoire, vous avez collé ma fille. Et donc du coup, la collègue qui est en maternelle, bon, il n'y a pas d'air de colle en maternelle, mais les tensions ou les malentendus qu'il peut y avoir en maternelle, en élémentaire, en collège, au lycée, quel que soit le contexte géographique, culturel, social, finalement, nécessite pour nous en tant qu'enseignants, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un SMS bizarre comme ça de la part de parents, ou quand on appelle les parents et qu'ils ont une réaction chelou, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on applique le même conseil que je dis au grand frère de Fatih, qui est un ancien élève. Dans la vie, la meilleure manière de progresser, c'est de fermer sa gueule, de faire des efforts, et je me l'applique à moi tous les jours. Et donc, quand un papa s'énerve, je ferme ma gueule, je mets mon ego de côté. Je ne me braque pas. Je dis aux collègues, il faut que tu développes ta capacité à te mettre à la place de l'autre, ton empathie, ce qu'on ne nous apprend pas à faire en tant qu'enseignant. On nous dit, vous êtes souverain, vous allez dire la vérité au sujet de ce qui s'est passé en classe, et le monde est censé se plier à votre volonté, ce qui est un truc fou quand même quand on y pense. Bon, et donc du coup, forcément, on a des réactions un peu vives, nous enseignants, parce qu'on nous a conditionnés à réagir de manière vive. Donc je dis aux collègues, fais gaffe, parce que tu as été conditionné, moi le premier, et du coup, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus, pète un coup, mets ton ego de côté, sois toujours gentil avec les parents parce que c'est simple. Si les parents ont l'impression que tu les juges négativement ou que tu t'énerves contre eux, tu vas les perdre. Donc il faut être gentil, il faut être tout le temps dans la douceur, il faut faire semblant de ne pas entendre des trucs que tu as entendus, y compris des trucs abusés. Il faut s'excuser pour des trucs qu'on n'a pas fait, il faut remercier les parents pour les trucs qu'ils n'ont pas fait. Il faut être toujours dans cette espèce de gentillesse parce que les parents, au bout d'un moment, ils vont se dire « Putain, la maîtresse, elle fait chier » parce qu'en fait, les parents, au début d'année, ils sont contents, ils aiment bien le premier appel et la promesse des SMS. Mais au bout d'un moment, les parents se rendent compte qu'il y a un truc un peu vicieux, si je puis dire, derrière les SMS, c'est que le cœur de la méthode, c'est de forcer les parents à prendre leurs responsabilités. Nous, en tant que prof, on fait notre boulot, mais si vous ne faites pas le vôtre, on ne va pas y arriver. Et donc, les parents, au début, ils sont contents de recevoir les SMS. Et au bout d'un moment, ils se disent « Putain, mais en fait, il faut que je bosse avec les SMS. » D'autant plus qu'on est gentil, qu'on est sympa. Donc, c'est presque irrésistible pour les parents. Ils disent « Ah, attends, je suis obligé de faire mon boulot. » Et donc, en fait, c'est ça qui fait que zéro parent qui ne répond pas en début d'année et zéro défection. C'est cet énorme travail de communication, de relation avec les autres et qui est rendu possible par le changement de paradigme central au cœur de cette méthode qui est nous ne sommes plus centraux en tant qu'enseignants. Notre métier, nous considérons au sein de ce collectif, c'est complètement subjectif et donc c'est complètement critiquable, mais nous considérons, c'est l'hypothèse de base, que notre métier ne consiste pas à être face aux élèves. On considère que notre métier passe d'abord par obtenir l'adhésion des parents. L'adhésion, le soutien des familles est un nécessaire préalable. Et quand on a cette hypothèse de départ, ça rend possible tous les efforts et donc toutes les améliorations en termes de relations, ce qui finit par aboutir à ce résultat-là de aucune relation cassée, quoi. Très bien, vous avez réussi à... On a commencé à se tutoyer, réussi à vous arrêter. On va repartir sur un tour, parce qu'on a... à travers la réponse, là, on a commencé à aborder le fait qu'il y avait des éléments du dispositif qui étaient faciles finalement à transmettre, hein, faciles, bon, les SMS, l'école, les QCM, le costard aussi, hein, qui fait partie du dispositif, ou peut-être pas. Bon, mais il y a beaucoup de, on va repartir, ça reviendra. Beaucoup de travail, beaucoup de savoir-faire et savoir-être, même acquis. Ou travailler là, de votre part. Donc ça renseigne beaucoup sur la capacité, les conditions pour pouvoir répliquer le projet, le transposer ailleurs, ce qui était un des éléments sur lesquels Julie aussi voulait revenir. Donc je propose qu'on reparte vers Julie, Thierry, et puis... Oui, bien sûr. Pour rebondir là-dessus, quand on voit ce film, évidemment, puis c'est l'objet ici de nos rencontres, c'est les conditions de la réplicabilité de la méthode. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser. Alors, tu y as répondu en off, mais je pense que je ne suis pas la seule à m'être dit, est-ce que ça ne donne pas aussi le sentiment d'une méthode fondée sur un surinvestissement en temps de travail des enseignants? Et donc, je voulais te demander combien d'heures par semaine, honnêtement, tu travailles. Et est-ce que, si c'est possible, on a parlé de l'articulation entre la sphère scolaire et la sphère privée. On ne te voit jamais dans ta sphère privée.
Et on se dit que, à notre avis, tu n'as pas de jeunes enfants. On se demande ce que fait comme métier ton conjoint ou ta conjointe. Donc voilà, ça c'est aussi un ensemble de questions. Et parce que en fait, moi je l'ai aussi. Alors moi, je suis pas enseignante au lycée, mais j'ai montré le film à une amie qui est enseignante à Saint-Denis en lycée en français. Et des choses très simples, elle m'a dit, mais par exemple, nous, quand on veut être à deux, comme vous avez l'air d'avoir l'opportunité d'être souvent à deux avec votre collègue, bah, eux, on leur refuse. Donc en fait, il y a aussi plein de questions que moi m'a posé le film sur les conditions matérielles du métier d'enseignant. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté, si on veut, on peut, que vous avez redit dans ton introduction. Et évidemment... peut-être là, c'est la syndicaliste qui parle, mais non, c'est aussi, je pense, la sociologue de l'école. C'est quid... quid, oui. Et est-ce que... ce film, à la fois, il est politiquement très fort, mais du coup, on n'y voit pas justement les revendications. Mais à l'oral, tu les as données, hein. Mais les revendications qu'en fait, il faudrait plus de profs, qu'il faudrait effectivement qu'il puisse y en avoir 2 par classe par moment, qu'il y ait moins d'élèves par classe, etc. Donc voilà, je me demande un peu l'articulation. Comment tu as pensé ça, puisque tu es aussi le réalisateur. Voilà. Peut-être Thierry, des réponses venant de ta propre expérience ou d'autres questions qui vont non, dans j'étais à peu près dans le même type de questionnement très pratique. Bon, la présence des 2 profs dans la salle, j'imagine que même s'il n'y a pas les 2 profs dans la salle, ton procédé me fonctionne quand même, hein, c'est pas le problème, c'est effectivement le temps passé avec les SMS. Qui est là. Et puis, on ne parle que de 2 profs. Et les autres. Et puis surtout, moi je vois bien ça se faire dans l'ancien bac quand on avait des groupes classes. Mais avec le système de filières et de regroupement et d'élèves qui viennent de classes différentes, ça doit singulièrement compliquer la chose, je pense. Ouais, je rajouterais peut-être, oui, l'élément concret, le ou la chef d'établissement dans tout ça, et même au-dessus, la circonscription. Enfin, qu'est-ce qu'il faut obtenir aussi est-ce qu'il faut les mettre dans ce dispositif-là pour que ça fonctionne ou pas? Bon, et je propose d'aller, le temps file, d'aller vite, et puis après on basculera vers la salle. Il y a quand même 10 questions à répondre. Merci. Mais j'ai combien de minutes? J'ai 7 minutes, 5 minutes, 4 minutes 4 minutes et 15 secondes. Alors, la présence à l'écran de David et moi de manière simultanée n'est que liée à la production du film. Nous n'avons pas d'équipe de tournage, donc en cours de maths, c'est moi qui viens filmer David, et de temps en temps, on me voit apparaître dans l'écran. Et en cours de SES, c'est lui qui me filme, et donc de temps en temps, il apparaît à l'écran. Mais je suis un prof comme les autres, j'ai pas de moyens supplémentaires, et le fait que parfois on nous voit 2, on fait pas cours à 2, où le cœur de la méthode, encore une fois, c'est on fait notre métier comme tous les autres profs, on envoie un SMS par semaine, c'est tout. Donc il n'y a pas de moyens supplémentaires nécessaires, et du coup, il n'y a pas besoin d'un accord de la direction en termes de pacte enseignant à la con, ou de juste faire le faillot en espérant que la direction nous suive. Je dis toujours aux collègues que ce que nous faisons, cette méthode se base sur la liberté pédagogique, donc on n'a aucun accord à obtenir de la part des chefs, ce qui nous permet d'être indépendants du coup, et les personnels de direction sont plus ou moins toxiques en fonction des difficultés qu'ils ont traversées durant leur jeunesse généralement, et de leur envie d'être des petits chefs qui contrôlent plus ou moins les équipes enseignantes, et donc on les emmerde, quoi. En gros, on fait ce qu'on... c'est filmé, pardon. Donc, pardon, j'ai oublié. Non, mais ce que nous faisons se base sur la liberté pédagogique, et donc nous n'avons aucune demande à faire aux chefs, et on n'a aucun feu vert à recevoir des chefs. Et cette réflexion permet de faire le lien aussi avec la question plus générale de la diffusion qu'on a évoquée au tout début, même s'il y a d'autres questions concrètes auxquelles je vais répondre, sur le fait que l'Élysée nous a proposé l'année dernière de diffuser à grande échelle cette méthode. Alors on n'a pas rencontré le gourou, on a fait une visio avec des membres du cabinet dans le cadre du Conseil national de la refondation, enfin le truc que Macron avait sorti de son chapeau dans l'entre-deux-tours 2022. L'idée, c'est de prendre des bonnes idées qui viennent du terrain pour les faire diffuser. Donc, c'est en théorie une idée intéressante, et dans la pratique, comme souvent avec Macron, c'est catastrophique. Et donc, du coup, nous avons dit non. On nous a dit, notre proposition, on voit que ça vient du terrain, ça marche. On a envie de faire en sorte que ça rejaillisse ou que ça se diffuse. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on labellise, qu'on institutionnalise? On appuie sur un bouton et vous êtes 10 000 l'année prochaine, nous a-t-on dit. Et on a dit non parce que déjà, nous ne voulons pas être associés de près ou de loin aux incapables qui nous dirigent. Donc s'il y a Macron et réconciliation dans la même phrase, on est fini. Et puis le projet a commencé
le projet. Après, il y a des collègues. Enfin, je demande pas les opinions politiques des collègues qui nous rejoignent. Simplement, voilà, ce sont les miennes personnellement, et voilà. Le projet a commencé à l'époque où Macron travaillait chez Rothschild et Gabriel Attal était au collège, donc on n'a pas besoin d'eux. Et il continuera lorsqu'il aura rejoint les poubelles de l'histoire. Bon, et donc, du coup, on est indépendant vis-à-vis des personnels de direction. Et on est indépendant aussi vis-à-vis du pouvoir politique, parce qu'il y a aussi derrière cette sorte de bulle qu'on crée avec les élèves et les parents, il y a aussi une forme de rapport au monde dans le refus du fatalisme. Nous sommes gouvernés par des gens qui sont soit pas compétents, soit cyniques, me semble-t-il, et je ne pense pas que ça va changer d'ici un bon bout de temps. Je vote à gauche, je milite à gauche au moment des élections, mais je ne suis pas davantage convaincu par la compétence et l'absence de cynisme des dirigeants politiques de gauche par rapport à ceux qui sont au pouvoir actuellement et qui ne sont pas trop de gauche, me semble-t-il. Donc, du coup, c'est la merde d'un point de vue structurel. Je n'ai pas envie de déprimer à cause de ça, donc je crée une bulle avec les élèves et les parents dans laquelle cette bulle est si forte que ça nous protège contre tout, y compris Gabriel Attal. Donc, ça veut dire que la bulle est très forte, et donc, nous ne demandons rien au personnel de direction, encore moins des moyens supplémentaires. Nous ne demandons rien à l'Élysée, on leur a dit non. On leur a dit non aussi parce que nous grandissons de manière horizontale. Les collègues qui nous rejoignent sont des profs comme nous, qui rencontrent des difficultés comme nous, et nous nous aidons entre nous. Donc on aime bien cette idée qu'en tant que corporation, on est capable, à travers le collectif, de se serrer les coudes et de répondre à des questions que nous rencontrons sur le terrain, contrairement aux gens qui prétendent vouloir notre bien et qui généralement sont hors sol. Donc, du coup, nous restons entre nous, si je puis dire. Sur les autres questions concrètes que j'ai notées, il n'y a pas du tout de sélection des élèves. Hein. Moi, j'en ai 250. Donc, cette année, j'ai 220 élèves de seconde, générale et technologique. C'est les élèves qu'on me confie. Et c'est pareil dans le film. Enfin, les élèves de terminale sont mis dans cette classe-là pour des raisons bureaucratiques, type choix de langue vivante, emploi du temps. Enfin, il n'y a aucune sélection, même si parfois les CPE mettent les éléments, enfin les élèves qui étaient le plus en difficulté en première, ils nous les filent. Parce qu'il y a une anti-sélection, si je puis dire, dans la mesure où peut-être les élèves qui ont plus besoin de cadre, on nous les confie en disant, bon, cet élève-là va peut-être pourrir la vie d'une classe, d'un prof et pourrir sa propre vie. Alors que peut-être que s'il est avec ce système-là, il va peut-être faire moins de conneries. On voit Dalil, vous sentez Dalil avec son maillot PSG, qu'il a un potentiel d'autodestruction assez fort, qu'il avait bien exploité en seconde et en première. Et en terminale, il a fait une année magnifique. Et donc cet élève-là nous avait été proposé, suggéré, et on l'avait accepté avec grande joie. Mais il n'y a aucune sélection, et c'est l'un des motifs de fierté. On travaille pour l'école publique. Donc, pas de sélection. C'est quand même un truc sur lequel nous, on est assez... Même s'il y a plein de collègues du privé dans le collectif, parce que beaucoup de collègues dans le privé rencontrent les mêmes difficultés que nous à Drancy, c'est-à-dire sentiment de frustration, d'inutilité ou gâchis du potentiel des élèves et des enseignants, qui fait que du coup, il y a beaucoup de frustration. La dernière type d'autorité, je ne vais clairement pas y répondre, mais politiquement neutre, sur l'articulation, parce que c'est important. J'y ai répondu un peu avant, mais je partage et je milite, y compris syndicalement, politiquement, avec les collègues du lycée sur les motifs qui sont les nôtres. Et dans un mois, nous sommes dans la rue parce que le 5 décembre, il y a une mobilisation nationale. Donc je partage ce combat-là. Il se trouve que par ailleurs, je suis face à mes élèves tous les jours. Et donc comme j'attends peu du système, ce qui ne m'empêche pas de contribuer à ma petite échelle pour essayer de le faire vaciller, rien vacille du tout, mais pour essayer de le faire pencher plus d'un côté que de l'autre, en termes de militantisme de partis politiques et de syndicats, de manifestations, etc., je le fais, comme beaucoup de collègues, mais il se trouve que par ailleurs, concrètement, j'ai des élèves en face de moi, et donc du coup, c'est vrai que nous, dans notre discours, et c'est ce qu'on dit aux élèves, bien sûr que c'est la merde autour, mais focalisez-vous sur ce qui dépend de vous. Et c'est un peu ce qu'on applique aussi, mon collègue et moi, en se focalisant là-dessus, ce qui n'empêche pas de façon moins visible et de façon pas visible du tout à l'écran de le faire. L'envoi de SMS chaque semaine, c'est une autre question, l'envoi de SMS chaque semaine prend une demi-heure. Appeler tous les parents en début d'année, ça prend 3 heures, ça prend un peu de temps, c'est chiant. L'envoi de SMS chaque semaine, ça prend une demi-heure en moyenne. Moi, je mets 10 minutes, un quart d'heure par semaine parce que je vais très vite, parce qu'on a plein de petites astuces qui permettent de rédiger rapidement les SMS, que les SMS ne sont personnalisés qu'en partie, etc. Je ne rentre pas trop dans les détails. Mais en gros, la méthode n'est pas chronophage.
les profs du collectif ne travaillent pas plus que les autres profs. On sous-estime le temps de travail des profs et le fait que les profs passent beaucoup de temps à refaire leurs cours, ce que nous n'avons plus besoin de faire parce qu'on a des élèves qui sont carrés en face de nous. Donc on n'a pas besoin de se remettre en cause en termes de cours, parce que souvent les professeurs prennent sur leurs épaules et donc passent beaucoup de temps et d'énergie à essayer par eux-mêmes de mettre les élèves au travail. Nous ne faisons plus ça et donc ça nous libère beaucoup de temps que nous consacrons à l'envoi de SMS, qui encore une fois prend une demi-heure par semaine. Et à titre personnel, je suis marié à une femme formidable qui est professeure des écoles, qui aurait dû être là, qui est juste à côté. Elle ne se sentait pas très bien physiquement, mais ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec moi non plus. Juste, elle est un peu fatiguée. Et donc, j'ai une vie en dehors du boulot qui est formidable et qui est plus importante que le travail. Ouais, voilà. J'ai appris aussi avant la séance qu'en parallèle de tout ça, donc Jérémy a trouvé le temps de mener une thèse de philosophie à l'université Gustave Eiffel, cher à notre... Voilà, on va se tourner vers la salle pour... voilà, on va avoir un quart d'heure d'échange sur la base de vos questions. Je vois des gens dans les starting blocks. Ouais, bonne idée. On va en grouper. Est-ce qu'il y en a quoi? 2, 3 là. Je vois Catherine. Je t'en prie. Et puis ensuite, Giovanni. Vas-y, Catherine. D'accord. Bravo. Hein, c'est la deuxième fois que je vois le film. Et comme me disait François, j'ai pleuré parce que ces jeunes gens sont magnifiques. Et c'est vous qui les rendez magnifiques. Et vous les rendez magnifiques parce que vous les aimez. Parce que vous avez confiance en eux. Et ça, c'est formidable, c'est inestimable. Voilà, donc bravo. Deuxième chose, juste un petit commentaire. Je pense qu'autrefois, quand moi j'avais leur âge, c'est-à-dire il y a très très longtemps, les profs avaient toujours raison. Il y avait un respect du savoir, il y avait un respect de l'autorité professorale, il y avait une société évidemment très différente et des publics scolaires très différents. Mais ce que vous essayez de rattraper là, en reconstruisant la confiance et la relation avec les parents, c'est quelque chose qui allait en quelque sorte de soi, même implicitement, il y a 50, 60, 70 ans. J'ai 2 questions. Une que vous avez posée et que je repose. On ne fait pas que des maths, des sciences économiques et sociales. Dans notre classe, il y a d'autres profs. Et alors, comment ça s'organise avec ces autres professeurs? Ça me paraît important. Et la deuxième question, c'est le changement de look. Parce que vous nous avez dit que vous n'étiez pas tout le temps en costume, sauf que là, vous n'avez pas remis votre perruque et votre fausse barbe, je suppose, en sortant de la classe. Le changement de look, il a quelque chose à voir avec l'évolution de votre pratique d'enseignement ou avec l'évolution de votre... Si c'est indiscret, vous ne répondez pas. Ouais, j'avais prévenu, on allait creuser derrière. Non, pas possible. On va... C'est ma femme. Oui. Bonjour, moi j'ai 2 petites questions vraiment très concrètes. Merci beaucoup déjà pour ce film, hyper enthousiasmant, enfin vraiment c'est super. Il y a pas mal dans la salle, le festival il est construit un peu comme ça d'universitaires, et notamment des gens qui travaillent à la fac. Moi personnellement je travaille dans un IUT où j'ai des étudiants de licence pro, licence techno, c'est de moins en moins des licences, des bacs généraux, c'est de plus en plus des techniques et pro. Et en fait, je me demandais si dans votre collectif, il y avait des gens à l'université. Et donc, est-ce que vous avez réfléchi, parce que du coup, on n'a plus vraiment le lien avec les parents, parce que c'est des adultes, on n'a plus de classe principale. Et donc, ça renvoie à la question, peut-être pas à l'université, mais est-ce que vous avez dans le collectif des gens qui réfléchissent à ça? Qu'est-ce qu'on fait à l'université quand on n'a pas eu la chance de rencontrer des gens qui nous mettent au travail avant, parce que c'est notre vrai problème, en fait, de découragement. Et ça renvoie à la question aussi, avec des évolutions pédagogiques même au lycée, où finalement, avec les options, les machins, les trucs, ça éclate les collectifs. Et donc là, on a parlé de la norme du groupe, qui est vachement important. Et du coup, comment on fait quand les groupes sont, par les idiots qui nous gouvernent, éclatés, en fait, voilà. Et puis, deuxième question, j'avais curiosité, toujours pareil, avec mon collègue à côté de moi, qui travaille sur l'enseignement agricole. Je serais très curieux de savoir si dans le collectif, vous avez eu des retours sur les lycées agricoles, comment ça se passe? Parce que là, le rapport des parents à l'école, c'est un peu particulier, parce que quand on vient, on n'apporte pas quelque chose de nouveau, on vient des fois remettre en cause des pratiques qui sont des pratiques professionnelles. Voilà, donc ça me semblerait hyper intéressant d'avoir un petit retour, vu qu'il y en a beaucoup qui travaillent sur l'agriculture aussi ici. Alors pour le look, c'est ma femme.
Bon, ouais, mais c'est facile, elle est pas là. Pour moi, c'était pas une critique. Je sais pas si c'était un compliment d'ordre esthétique. Je sais pas, c'était neutre. En tout... Non, ça n'a pas d'impact. Non. En fait, mon look n'a pas d'impact sur les élèves et l'amour que je peux avoir pour les élèves, parce que vous l'avez évoqué, n'a pas d'impact non plus. Je n'aime pas mes élèves plus que les collègues. Je n'aime pas, les profs du collectif n'aiment pas les élèves plus que nous. C'est juste que, plus que les autres profs. C'est juste que quand on est seul face aux élèves, on ne peut pas voir la plus belle part des élèves, puisqu'ils n'en foutent pas une. Du coup, le spectacle qu'ils nous montrent, c'est un spectacle qui est désolant, qui est difficilement aimable. Donc, en fait, les collègues souvent voient un spectacle qui est difficilement aimable. Nous, on a la chance de voir un autre spectacle. C'est la méthode qui fait qu'on voit un autre spectacle, c'est l'implication des parents. Donc c'est pas notre amour pour les élèves parce que ça nous est arrivé de pester contre des élèves qui bossaient pas assez. Bon. Il y avait une deuxième question que j'ai oubliée. Les collègues, on en avait parlé tout à l'heure. Ouais. Ça fait partie des nombreuses choses qu'on ne voit pas dans le film. Le SMS qu'on envoie chaque semaine aux parents d'élèves, c'est un SMS avec des informations toutes matières confondues. Donc les collègues d'histoire géo, de philo, de langue EPS, chaque semaine nous transmettaient par mail ou dans le couloir ou par SMS des infos, de temps en temps une note, de temps en temps une remarque, et on le glissait dans le SMS. Donc en fait il y a tout un travail de coopération entre collègues qu'on ne voit pas au film, parce qu'au moment du montage il y a plein de choses qu'on a dégagées pour pas trop charger cognitivement le film. Cela dit, tous les collègues qui rejoignent le collectif pendant la première ou la deuxième année, en collège ou en lycée, se limitent à leur seule matière, comme nous avons fait au début. Moi, au début, j'ai fait SES, puis mon collègue m'a rejoint au bout de la troisième année, on a fait maths SES, et petit à petit, on a construit une équipe pédagogique qu'on ne voit pas à l'écran, et qui fait que, du coup, il y avait cette dimension collective. La question ne se pose pas pour les professeurs des écoles qui sont seuls, mais en collège et lycée, la méthode n'est utilisée que pour une seule classe. Et ça me permet de faire la transition vers la question, et tu en avais parlé Thierry, la réforme catastrophique du bac général qui casse complètement le groupe classe. Du coup, est-ce que ça ne fait pas perdre des choses ? C'est évident. Et donc, en IUT, quand il y a des groupes qui ne sont pas homogènes ou qui sont éclatés, en fait, ça n'importe pas tant que ça dans la mesure où moi, en tant que prof de SES, j'ai, dans le cadre des cours de SES, un groupe de 30 élèves, 6 heures par semaine ou 7 heures par semaine. Et mon but, c'est de faire en sorte qu'ils bossent le plus possible durant ces 6 heures-là et les petites révisions à la maison. Donc finalement, qu'avant, après, ils soient ensemble ou pas, a peu d'impact. Et c'est lié à ce côté de bulle. Moi, en tant que professeur de SES, évidemment que j'aspire à la réussite générale de mes élèves, toutes matières confondues, ou à la réussite générale des élèves. Mais c'est comme si... Le plus important pour moi, et ce vis-à-vis de quoi je peux avoir un impact, donc je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fatalisme et le fait de se limiter dans notre bulle, à ce vis-à-vis de quoi on a un impact en croyant que la liberté existe, c'est que mes élèves fassent des efforts en SES, qu'ils progressent en SES, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas nuls en SES et qu'en fait ils se sous-estimaient. Et généralement, les leçons qu'ils tirent dans ma matière vis-à-vis de ma petite personne, ils vont l'appliquer dans d'autres matières. C'est ce qui fait qu'on est toujours à 100% de réussite au bac, y compris depuis le nouveau bac général qui a complètement cassé le groupe classe et vis-à-vis du fait que moi je ne fais plus prof principal. Je ne suis plus qu'un prof pour mes élèves de terminale, comme pour mes élèves de seconde. Je ne vois mes élèves de seconde qu'une fois par semaine, 1 heure par semaine, 1h30 en seconde. Donc c'est une matière insignifiante, mais les élèves sont tous présents, ils bossent tous, ils progressent tous, et ça devient pour les 3/4 leur matière préférée, et ils en tirent des enseignements dans les autres classes. Ils disent « Monsieur, j'ai utilisé votre technique en français, ça marche aussi. » Je dis « C'est quoi ma technique ? Votre technique, c'est de ne pas dormir en classe. » Je dis « C'est pas ma technique, ça, c'est la technique que tous les profs vous répètent depuis des années, et donc je vous confirme que dans la vie, quand on révise que la veille ou qu'on dort en classe, on réussit moins que quand on est au taquet et qu'on révise avant. » Et les élèves disent « Ah bah oui, c'est vrai. Donc oubliez-moi, oubliez les SES. » C'est ce que les parents vous répètent depuis des années. Lycée pro, oui, il y a des collègues. Alors, dans l'enseignement supérieur, non. Dans le collectif, dans les 350, il n'y a pas de collègues dans le supérieur. Parce que je pense qu'en effet, les gamins sont majeurs, etc. Bon. Par contre, il y en a beaucoup en lycée pro, oui. Et du coup, les relations avec les parents font naître des enjeux différents, comme vous l'évoquiez, sur la place pas forcément légitime de l'école comme donneuse de leçons, si je puis dire. Il y a beaucoup de parents en banlieue qui croient en l'école comme ascenseur social. Dans des contextes ruraux, il y a parfois des parents qui pensent que les enfants doivent reprendre l'exploitation agricole. Ça ne va pas du tout de soi que faire des études longues est une bonne chose. Donc du coup, il y a de la négociation avec les parents. Il y a
une relation qui est faite d'affection, de confiance, d'empathie, etc., comme je l'évoquais tout à l'heure, pour pousser les parents, en les prenant par la main gentiment, les aider, s'ils veulent bien, à faire un petit pas de côté par rapport à leur conviction initiale. Mais le cœur de la méthode, encore une fois, c'est appel initial, SMS hebdomadaire, de façon à ce qu'il y ait cette relation qui ensuite, quel que soit le niveau, le contexte et les enjeux propres à chaque territoire, va s'exprimer différemment. Et donc pas le costard et pas Non, oui, la coupe de cheveux. en effet. Est-ce que on peut refaire un tour de questions? Je vois mal. Sébastien et puis devant ici Thierry. Merci pour ce film. J'ai versé ma larme aussi. J'avais une question sur la diffusion de la méthode. C'est vrai que quand j'avais vu je m'étais dit, il a l'air quand même sacrément charismatique. Bon, ça se confirme. Mais maintenant que je vous ai écouté, je vois bien que c'est pas le costume, c'est même pas le charisme. Ça a l'air d'être... En fait, vous êtes triste. Ouais. Non, je suis plutôt heureux que ce soit pas le charisme. Alors j'avais une première question sur la diffusion. Je me disais, est-ce que des sociologues se sont intéressés à votre méthode et est-ce que vous les avez embarqués et quels pourraient être les bénéfices d'une telle collaboration? Bon, on va s'arrêter là, ça sera assez. On va continuer le tour. Il y en a 4. Ouais, c'est fort. Je voudrais poser une question plutôt sur la question du film. À quel moment naît le désir de faire un film, de filmer les élèves, de se dire « Ah tiens, j'ai une histoire à raconter, je vais me faire accompagner éventuellement de quelqu'un qui me dit « Ok, pour une bonne histoire, il faut la structurer, il faut la monter, il faut à la fin étalonner tout le délire. » Comment vous avez appris ça? Comment vous êtes entouré et comment c'est né? Ok, merci. Donc, il y a une question ici. Après, il faudra amener un micro à la jeune fille au deuxième rang là devant. Et puis il restera 45 secondes pour répondre à tout ça. Ce sera un constat très, très court. C'est le postulat de l'inconditionnalité qui permet de dire on ne choisit pas, on ne se donne pas les conditions de réussir. On part du principe que chacun des élèves, il peut réussir et que si on associe les parents, ça va marcher. Et chapeau de ce pari qui, à mon avis, est la base du tout, est la base du respect de ces élèves, de leur potentiel, etc. Voilà, ici devant. Moi, je suis en 6e, et j'ai 11 ans, et je suis impressionnée par l'amitié qui porte dans cette classe, parce que c'est pas la même chose dans toutes les classes. Voilà. Ouais, ça fait partie des secrets de la méthode. En effet, on parlait du triangle élève, parents, prof, mais c'est vrai que le groupe, le collectif, émerge comme une espèce de force supplémentaire. En effet, n'importe quel élève ou n'importe quel parent d'élève ou n'importe quel prof, parent d'élève, c'est plus difficile, mais dans vos souvenirs d'élèves, une classe dans laquelle il y a une mauvaise ambiance, ça tire tout le monde vers le bas. Et là, à l'inverse, ce qu'on voit, c'est que, et c'est ça qui est magnifique, et c'est beau à pleurer, moi j'ai la chance, j'ai le bonheur de vivre ça tous les jours. J'étais à Drancy hier à 18h, et on est venu en voiture. C'est pour ça aussi que ma femme est KO, parce que c'est elle qui conduit, je ne conduis pas. J'ai pas le permis de conduire, c'est juste j'ai des... Bon. C'est que il y a une ambiance de classe qui est extraordinaire à partir du moment où les élèves disent bon, on est là pour bosser, ça fait chier, mais faut le faire sinon on va avoir des problèmes à la maison. Et il faut le faire aussi parce que ça fait kiffer. En vrai, c'est kiffant de bosser. En fait, c'est cool d'apprendre des trucs, de montrer une meilleure version de nous que quand on est des gamins en quelque sorte. Et donc c'est vrai que ce groupe-là, comme énergie, est magnifique. Et le truc assez miraculeux, c'est qu'il apparaît spontanément. C'est pas quelque chose qu'on programme. On dit pas aux élèves aidez-vous les uns les autres ou faites preuve de solidarité. Naturellement, ils le font. C'est ça qui est vachement beau. Et en effet, c'est quelque chose qui est très important, qui nous aide énormément en tant qu'enseignants. Sur le postulat de l'inconditionnalité, je vois ce que vous voulez dire. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très joliment dit. Mais je ne le partage pas plus avec vous que mes collègues. Encore une fois, en tant qu'enseignant, et c'est comme sur la question de l'amour, nous ne sommes pas différents en tant qu'enseignants.
moi, je suis entouré de collègues qui partagent ce constat d'inconditionnalité. C'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de cette inconditionnalité. Les parents d'élèves, comme vous l'avez dit à la fin de votre question, c'est ça qui rend possible. Et donc, c'est là aussi où moi, j'essaye de le détacher de ma petite personne, parce que depuis 3 ans maintenant que les collègues se l'approprient partout en France, c'est la confirmation de ce en quoi on croyait, c'est-à-dire, c'est pas nous, on n'est pas des super profs. Moi, je ne suis pas un super prof, ou j'ai pas de charisme, ou le charisme, on s'en fout. C'est pas ça qui fait la différence, vraiment. Demain, j'arrête d'envoyer des SMS, moi et mon charisme, on se fait balayer, on se fait victimiser. C'est-à-dire que les élèves vont nous rouler dans la farine, quoi. Comme moi, je faisais à leur place quand j'avais leur âge, quoi. Donc, vraiment, c'est pas une condition de personne. Et je crois aussi, même s'il y a certaines conditions intellectuelles, il y a des principes qu'on partage quand même au sein du groupe, des choses qui sont non négociables, comme le respect de la dignité des élèves ou de l'admiration que je crois que l'on leur doit, qu'on doit aux parents, et du respect qu'on doit avoir vis-à-vis de nous-mêmes. Bon, mais je ne pense pas qu'on soit fondamentalement différents. Il me semble que c'est les outils qui permettent cette différence-là, et en tout cas, c'est ce en quoi je crois. Et c'est ce que je constate chez tous les collègues qui nous rejoignent. J'ai oublié la première question. Du coup, la deuxième question sur le cinéma, je m'en souviens. J'ai oublié la première question sur... Oui, merci. Et en plus, c'est une question, du coup, l'idée m'est précieuse parce que j'ai eu la chance d'avoir une formation de prof de SES qui est magnifique. On en parlait juste avant, qui est un peu menacée parce que l'idée de complémentarité des différentes approches qu'il y a dans les SES, c'est un truc qui est très beau, surtout dans la société, dans la fascisation globale des esprits dans laquelle on va. Bon. Et donc, on a toujours refusé toute forme d'objectivation de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. En fait, on croit beaucoup, moi le premier et les collègues, en la subjectivité de ce que nous constatons. Moi, en tant que prof, j'ai l'impression que les élèves se foutent de ma gueule, qu'ils me disent oui, on va réviser, mais ils ne révisent pas. Après, ils me disent oui, bon, on a moyen de réviser. Donc, j'ai l'impression qu'ils gâchent leur potentiel. J'ai l'impression que ça pourrait être 10 fois mieux. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, avec cette méthode-là, il se passe des choses extraordinaires dans les yeux des élèves, dans leurs copies, dans les miens aussi, dans ceux des parents. Et donc, fête de fin d'année, ne laissons pas le monde nous rendre... parce que je fais une erreur dans le discours de fin d'année. Je dis ne laissez pas le monde vous rendre normaux. Ça s'applique à moi aussi. Et ça s'applique aux parents aussi. Donc là, c'était encore un peu condescendant, mais j'ai fait du chemin depuis. On avance. Et donc... j'aime beaucoup cette idée de subjectivité. Je crois que la vérité comporte quelque chose de normatif, qui me semble violent, surtout au sein d'une corporation comme la nôtre, qui est en souffrance, pour des raisons qu'on a évoquées là, aux conditions de travail qui se dégradent, au prof bashing, aux rémunérations insuffisantes et aux politiques éducatives catastrophiques. Et donc, je sais que si on objective, que si on envoie des sociologues, si on fait venir des sociologues, ça nous a été proposé, sociologues et chercheurs en neurosciences, ils font des tests, les tests vont exploser. Enfin, les neuroscientifiques vont se dire on est passé dans une autre réalité par rapport aux tests qu'on avait jusqu'ici. Vraiment, le film en montre un peu. Il y a quelque chose de magique à la fois à Drancy et chez les collègues qui, depuis, pas tout de suite la première année, mais au bout de 2-3 ans, commencent à prendre la mesure de ce que signifie la méthode et ce que ça signifie comme déplacement pour nous en tant qu'enseignants. Parce que la difficulté, ce n'est pas le caractère chronophage, mais c'est le fait qu'il faut se remettre en cause dans la façon dont habituellement on pratique notre métier, notamment dans la relation avec les parents. Et donc du coup, les collègues, au bout de 2-3 ans, voient des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement se passer en classe. Si on fait venir des sociologues, si on fait venir des neuroscientifiques, ils vont dire « Regardez, on a prouvé par A plus B qu'il se passe des trucs de fou avec cette méthode-là ». Ça comporte pour moi quelque chose d'arrogant ou de... Ça peut être violent. Ça peut être violent pour les collègues. Moi, mon seul but, c'est de donner envie à des collègues de nous rejoindre. Et donc, la subjectivité est aussi une stratégie cognitive. Nous croyons voir ceci, nous croyons voir cela. Si vous partagez nos hypothèses et nos partis préintellectuels qui sont parfaitement critiquables parce qu'ils sont subjectifs, rejoignez-nous. Mais nous n'avons aucune leçon à donner à qui que ce soit. C'est aussi une manière de protéger les collègues, une manière de préserver les collègues qui s'en prennent plein la gueule tous les jours et qui, dès qu'un journaliste parle de nous, dit « Regardez, ces profs-là sont meilleurs que les autres », parce que c'est toujours la tentation des journalistes. Donc nous refusons cette objectivation, aussi parce que moi, à titre personnel, c'est plus en rapport avec la philo, j'ai beaucoup appris des philosophes analytiques qui se sont pris le mur de la vérité dans la figure. La vérité comme but, c'est quelque chose de très intéressant, mais je m'en méfie, il me semble que ce n'est pas tout à fait compatible avec le bonheur. Merci. Enfin, avec le cinéma.
Cinéma en 30 secondes. Et puis, bon, les autres questions, ça sera... Pardon, on l'a dit en introduction. Oui, ça ce sera en off. Oui, poursuivons dehors. Je pense que d'ici ce soir, t'as pas fini de discuter. Excusez-moi. Donc au début, on voulait juste le faire pour nous. On prend des petites vidéos pendant l'année et on verra à la fin ce qu'on fait. Et les vidéos, c'était juste les témoignages des élèves, réunions parents-prof, les cours, mais c'est tout. Il n'y avait pas les images tournées dans les maisons des élèves. Et on voit pendant le confinement, parce qu'on avait beaucoup de temps libre pendant le confinement, on regarde les vidéos, on dit « c'est trop bien, est-ce qu'on n'en ferait pas un film ?» À la fin du confinement, on réunit les élèves, on leur montre les images, ils sont impressionnés par la beauté et la force des images, comme nous. On les montre aux parents, pareil, on leur dit est-ce que ça vous dit qu'on construise un film qui peut-être n'aurait pas comme seul destinataire nous, mais comme ça on montrerait au monde à quel point ce que nous faisons est beau et porteur d'espoir. Et tous les élèves disent oui, et tous les parents disent oui. Condition indispensable sans laquelle rien ne se fait. Le film a généré de l'argent, nous ne touchons à titre personnel, mon collègue et moi, c'est pareil pour les livres, c'est pareil pour les autres films qui sont à venir, parce qu'il y a d'autres films qui arrivent, on touche 0 € là-dessus, parce qu'à titre personnel, on ne veut pas s'enrichir, c'est Drancy qui a créé cette méthode, c'est pas nous. Donc du coup, rien ne se fait sans le oui de tous les élèves, sans le oui de tous les parents, et donc on construit le film ensemble, et c'est des réunions en fait de brainstorming qui finissent par aboutir, grâce aux élèves, aux familles et nous, à l'idée de filmer certaines familles pour faire des allers-retours entre le lycée et la maison. Et donc, on crée une première version au bout d'un an, 2021, de ça. Et j'en parle dans des interviews, ce qui attire l'attention de producteurs de cinéma qui nous contactent, c'était le but. Ça marche. Et donc, c'est du bluff. La prophétie autorisatrice, ça marche aussi avec le projet. Et donc, du coup, Canal+, le groupe Canal, enfin c'est Upside, qui sont intéressés, qui nous proposent de le remonter, parce qu'on a fait le montage nous-mêmes, donc c'était pas cette version-là du tout, c'était beaucoup plus plat. Bon. Et donc, avec une monteuse, avec un chef opérateur, avec lesquels on prend des nouveaux plans. Vous avez vu qu'il y a certains plans qui sont plus beaux, plus soignés que d'autres. C'est des retakes, donc c'est des plans qu'on a tourné après avec un chef-op. Le montage, on le fait ensemble avec la monteuse, mais qui a une compétence extraordinaire. Étalonnage, mixage, évidemment, et puis le travail aussi sur la bande musicale. On l'a fait ensemble et à chaque étape, tous les 6 mois, on réunissait tous les élèves et toutes les familles. On leur disait, voilà la version nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Et à chaque fois, du coup, ils remplissaient ça, je veux garder, ça dégage, etc. Donc c'est vraiment un film collectif, ce que un film de Jérémy Fontanieu résume très mal sur l'affiche, mais c'est pour des raisons juridiques de CNC à la con, quoi. Bon. Très bien. Donc j'avais bien fait de démarrer sur le fait que le DVD est en vente. Si vous l'achetez, voilà, ça ne va pas à Jérémy, mais ça soutient ces beaux projets qui marchent. On va rester sur cet enchantement du fait que des choses marchent, comme celle-là. C'était magnifique. Merci à Thierry, Julie et à Jérémy et à tous pour le...